L'émission Art Racaille, consacrée aujourd'hui à deux peintres d'exception, mais pas... enfin, deux extrêmes en tout cas, Turner et Haydn. Et voilà, l'un est un génie, parce qu'il a trouvé évidemment une nouvelle façon de représenter la nature d'une manière extrêmement lumineuse, et l'autre est un classique. Voilà, à côté, son travail paraît un peu terne. Bon. Et la vie aussi a été un peu moins flamboyante que celle de Turner. Ouais, alors ce qu'on peut dire, c'est que pourquoi on parle d'Haydn, parce que je pense que c'est un peintre qui est inconnu pour la plupart des gens, c'est qu'on a vu le film Mr. Turner de Mike Leigh, et qu'effectivement, ce peintre Haydn apparaît à 3 reprises dans le film, avec une personnalité tout de même importante, quoi. Il a un rôle important dans le film, justement parce qu'il est en marge de tous ces autres peintres, quoi. Non, mais il savait peindre, hein, c'est pas le problème, mais il peignait comme on peignait un siècle avant. Voilà, ce qui fait que ça fait une différence quand même avec Tutu. Voilà, donc nous on a eu effectivement envie donc de parler de Turner et de le mettre en balance avec Haydn, et avant de continuer, donc moi j'ai cherché une lecture et j'ai trouvé un livre de Martine Lecause. Alors Martine Lecause est une écrivaine, une femme écrivain, qui a écrit un livre qui s'appelle La palette du jeune Turner, et un livre qui suit qui s'appelle Les confins du jour. Et en fait, dans chacun des deux livres, elle raconte la jeunesse de Turner, puis après les dernières années de sa vie, ce qui correspond un peu plus au film qu'on a vu. Moi, l'extrait que j'ai choisi, en fait, c'est dans la dernière partie du premier livre. Donc c'est Turner qui va partir, comme il le fait souvent, sur le motif avec son matériel. Un bref séjour à Southampton nécessitait peu de préparatifs. William n'emportait qu'un sac et sa mallette de peintre. Le matin du départ, perché sur une chaise au milieu de sa chambre, parmi les toiles volantes, il tint à son père absent un discours bien dosé sur la consistance et l'apparence, les essences secrètes et autres merveilles, toutes choses édifiantes dont le barbier eût pu faire son profit, étant donné qu'il était le plus intelligent des hommes. Cette remarque fut suivie d'un silence. William répéta sa phrase pour l'éprouver. Son père était bien le plus intelligent des hommes. Rassénéré, il rangea ses affaires. Il vérifia ses pinceaux et ses couleurs et choisit son papier. Une dizaine de feuilles, point trop fines, dont 2 ou 3 colorées d'avance. Des fonds bleutés, un peu forts, pervenches, ardoises, trop forts peut-être. Ce sera à voir. De toute façon, il ne se servirait que de son calepin. Il le garderait dans son habit, sous la main. Mais même sans l'utiliser, il avait besoin de tout. Et sa canne à pêche, l'emmènerait-il ? Le temps lui manquerait, pas de canne à pêche. Les œuvres sont là en puissance, murmura-t-il, tout en alignant ses ustensiles. Humides ou desséchées dans un godet, figées dans un caillot sur le fil de la lame de mon couteau, chevauchées sur la palette, bêtement ramassées dans mon chiffon. Elles sont là, les œuvres passées et les œuvres à venir. Et à travers elles, l'homme entier répond. Le jeune homme fit un pas en arrière et jugea que tout était bien. Que l'on m'assassine en chemin, je suis prêt pour la convocation suprême. Ceci me résume. Il effleura sa mallette et la ferma d'un coup sec. Elle claqua, hermétique et bourrée d'importance. Dedans, les pinceaux neufs bousculaient les anciens, râpés depuis l'enfance. Les vieux pots mijotaient leurs couleurs, des pourpres flamboyants, des sangs, des jaunes et des bleus, tentés par la fatale conversion. Des soleils rancuniers fulminaient, daffodils oubliés au fond des verres, des bleus s'y faufilaient pour se veiner d'émeraude. Des bruns partout tachaient la mallette, celui des couleurs désenchantées que la magie avait quittées. Mais il suffisait de gratter au bout de l'ongle la peau flétrie de la peinture sur le manche d'une brosse, de crever une cloque ou de soulever une écaille pour atteindre brutalement le premier éclat, dont la fraîcheur en un clin d'œil débarbouillait les yeux. Quelquefois, avait dit un jour William à John Andrew, lorsque j'ouvre ma boîte de peinture, il me semble que je dérange une incantation. Je prends la couleur en pleine face. La lumière me force et m'ensemence. Elle rompt la force et la fracasse. J'en vis le drame. Il prononçait, comme malgré lui, ces phrases étranges.
Voilà, c'était un extrait de la sonate numéro 59 en mi bémol de Haydn. Haydn, oui, on a cherché hier et puis les musiques, et c'est qui est cool qui a trouvé ça. Un peintre, un musicien contemporain de Turner. Voilà, tout à fait. Et mon tour est venu de passer comment on appelle ça, ces trucs qui hachent, là. À la hacheuse, non, c'est pas ça, c'est pour faire du gruyère, là, comment... La moulinette? La moulinette, voilà, c'est moi qui passe à la moulinette pour vous parler de Benjamin Robert Haydn. Voilà, il y a un peintre contemporain, évidemment, du camarade Turner, avec qui il s'est frité quelquefois, et qui a été son créancier aussi. Son papa, Haydn, était prospère. Papa prospère, pas comme le père de Turner, qui était barbier. Lui, il était papier et éditeur, et il était bien connu dans la bonne ville de Plymouth. Je sais pas pourquoi on dit la bonne ville, mais enfin bon, pourquoi pas. Voilà, il est fils unique, et tout petit, il a montré des dons pour l'étude. Dons entretenus par sa maman. Voilà, c'est souvent les mamans qui entretiennent les dons, d'ailleurs, j'ai remarqué. Voilà, il y a 6 ans, non, et attendez, mais en Angleterre, c'est assez dur pour ça. À 6 ans, il est placé au lycée, c'est-à-dire dans une école, un internat, probablement. Et à 12 ans, à la Grammar School, l'école au Sir Joshua Reynolds, c'est qui est un grand peintre, avait étudié, d'ailleurs, sur le plafond de la salle d'école, il y avait une esquisse du père Reynolds, c'est pas rien, qui faisait rêver le petit Haydn, voilà. Il était passionné, Haydn, d'anatomie, sauf que il aurait bien voulu être médecin, mais quand il a vu les autopsies, enfin pas les autopsies, mais quand, vous savez, les médecins, ils dissèquent des cadavres pour apprendre, hein, bon, ça l'a un petit peu révulsé, donc il a abandonné la filière médicale pour se consacrer à la filière picturale, voilà. Mais c'est un étudiant en art tellement enthousiaste que son prof Henri Fuseli lui demande s'il trouve le temps de manger. Voilà. Faut vous dire, non, c'est un mec passionné, hein, c'est pas du tout un velléitaire, hein, Haydn. Turner l'était pas non plus, hein, Piquet-Coup vous l'expliquera, hein, son œuvre. Bon, alors, à 21 ans, enfin, disons, dans la vingtaine, parce que moi j'aime bien les trucs comme ça, à 21 ans pile, hein, pas avant, pas après. C'est complètement con ces textes. À 21 ans, il expose pour la première fois à la Royal Academy. Et son boulot, c'est des boulots un petit peu comme on en faisait à cette époque, les boulots d'histoire, quoi. C'est un peintre d'histoire, surtout. Le repos en Égypte, acheté par Thomas Hope. J'aime bien les noms anglais, des fois c'est marrant. Voilà. Et l'année suivante, il va décorer la salle égyptienne de l'hôtel de Hope dans Duchess Street. Bon, bah, c'est pour un jeune artiste, hein, c'est pas mal de commencer comme ça, voilà, il a du pot, hein, ouais. Toujours dans les débuts des années 1800, il termine sa célèbre peinture de Dentatus. Les titres, c'est quelque chose, hein. J'aime maintenant. Les peintres, ils disaient Dentatus ou la mort de Sardanapale ou des trucs comme ça, voilà. Qui, bien qu'elle ait augmenté sa renommée, l'a entrée dans une querelle permanente avec l'Académie royale, dont le comité avait accroché dans le vestibule, on dit, dans un côté de la petite salle, au lieu de la grande salle. Il n'était pas content. Bon. Et c'est cette année-là qu'il a appris son premier apprenti. Et que, voilà, je peux vous donner son nom, ça vous dira pas grand-chose, à moi non plus d'ailleurs. Charles Locks Voilà, il continue, mais ses difficultés financières commencent à le titiller. Lorsque son père, qui lui versait une indemnité de 200 livres par an, ça devait être conséquent quand même, hein, supprime cette indemnité. On ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Bon, probablement que son père jugeait qu'il était maintenant apte à gagner sa vie sans que lui refiler 200 livres par an, et qu'il a fermé le robinet. Bon. Et sa déception, évidemment, l'aigrit, et les controverses dans lesquelles il est impliqué avec Beaumont, pour lesquelles il avait peint le tableau de Macbeth, aussi... et Richard Perrine Knight, qui avait nié les beautés ainsi que la valeur de l'argent des marbres d'Elgin, ou d'Elgin, je sais
Bon, enfin bref, tout ça c'est de l'hébreu pour moi, comme pour vous probablement. Mais comptez pas sur moi pour vous déniaiser. Si vous voulez en savoir plus, essayez de trouver des informations sur Haydn et bonjour chez vous. Bon. En France, vraiment, mais même pour Turner et tout ça, la peinture anglaise, mais vraiment, ça n'existe pas pour les Français. Voilà. Alors Haydn, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de mal. Il n'y a aucune page sur la page Wikipédia en France, il y a 3 lignes. Donc il faut passer par le site anglais. Il a une traduction qui est quand même très approximative, avec beaucoup de contresens. Et sinon, on a vu qu'il avait pas mal écrit, mais il avait fait des journaux, mais qu'il n'y avait pas de traduction française. Ouais. Bon, alors, mais il n'a pas que des revers, parce que il peint le jugement de Salomon, qui lui vaut 700 livres quand même, plus 100 votés par les administrateurs de l'institution britannique de l'arrondissement de Plymouth. Voilà, bon. Mais il était quand même, ça sentait en prenant un coup avec tous ses revers, ses machins. Puis c'était un mec qui devait être assez anxieux d'ailleurs. Et pour restaurer sa santé un petit peu fragilisée, il s'évade pour un temps de Londres, voilà. Et il rejoint son ami intime, David Wilkie, pour un voyage à Paris. Il étudiait au Louvre, comme beaucoup d'artistes étudiaient au Louvre à cette époque-là, mais encore maintenant, beaucoup moins, mais ça arrive aussi. Voilà. À son retour dans son pays, il produit l'entrée du Christ à Jérusalem, qui a par la suite formé le noyau de la galerie de peinture américaine gérée par son cousin, John Haviland de Philadelphie. Voilà. Avec ça, vous êtes vraiment conforté dans votre savoir sur Haydn. Et la production d'une autre grande œuvre, La Résurrection de Lazare. Et tous ces chiants, tous ces trucs historiques, franchement, c'est pas bon. Bref. Je peux comprendre que comment dirais-je, que Turner ait eu plus de succès que lui. Bon. Et parce que ses peintures étaient quand même un petit peu plus joyeuses. Voilà. Alors, il se contente pas d'avoir des déboires professionnels, il épouse une veuve jeune et belle avec des enfants, en plus, voilà. Mais ses ennuis financiers continuent, ce mec a vraiment pas de peau, quoi, il se retrouve en prison. Évidemment, pour dette, la prison du banc du roi, voilà. C'est dans cette prison qu'il rédige une pétition au Parlement en faveur de la nomination d'un comité d'encouragement de la peinture historique. Non, mais il faut le faire quand même. Bon, voilà. Lors d'une peine d'emprisonnement en 1827, une autre, il a produit un dessin sur la duperie électorale, ça c'est pas mal, on aime bien, dont l'idée avait été suggérée par un incident dans la prison. Et le roi Georges IV, non mais les rois aussi étaient moins cons à cette époque-là que nos présidents aujourd'hui, lui donna 500 livres pour ce travail. Ça j'adore. Ouais, ça c'est très anglais. Ouais. Bon, puis il a fait d'autres dessins, mais avec des noms imprononçables, dont un Napoléon à Sainte-Hélène pour Sir Robert Peel. Voilà. Bref, je passe sur ces choses historiques. Voilà, il termine Le banquet réformiste pour Lord Grey. Cette peinture contenait, et cramponnez-vous, 597 portraits fidèles. Voilà. Non, mais les mecs, ils mollissaient pas. Voilà. Et il avait aussi, il y avait aussi la réunion de l'Anti-Slavery Society, énergiquement traitée, maintenant, et qui est maintenant dans la galerie Wayne National Gallery. Ouais, bon. Alors, les difficultés de l'artiste arrivaient à un point tel que, vaincu par les dettes de plus de 3000 livres, et à cette époque-là, c'était quand même quelque chose d'assez important. Et puis la déception, et puis la gratitude, il se fout en l'air. Alors il se fout une balle, mais ça le tue pas. Alors il s'égorge. Voilà, les mecs ils allaient jusqu'au bout de leur problème. Voilà. Bon, je vais arrêter là le blabla historique sur ce peintre. Moi, ce qui m'a touché chez lui justement, c'est cette espèce de fatalité qu'il poursuivait, quoi. C'était pas un barbouilleur du dimanche, Et c'était un grand peintre historique qui avait vraiment du talent, etc. Seulement, manque de peau pour lui. Il avait un caractère épouvantable parce que il voulait absolument réussir, quoi. C'était le mec, oui, vous voyez ce genre de personnage, des gens qui supportent pas l'échec, qui supportent pas la contradiction, qui emmerdaient tout le monde, et donc ça l'aidait pas
dans son travail professionnel, à sa notoriété en tout cas. Et il a eu recours évidemment à Turner, c'est ce qui les rapproche un peu. Ce qu'on a vu dans le film sur Turner, le film qui s'appelle Turner d'ailleurs, on l'a vu, il veut lui emprunter 100 livres parce qu'il est vraiment dans la merde. C'est le cas de le dire, hein, avec une épouse qui a perdu 5 mômes en couche, enfin bon, bref, c'est la joie chez lui. Et Turner lui concède 50 livres, dont l'autre devra se contenter. C'est un peu triste en même temps, mais d'une certaine manière, Turner lui remettra sa dette parce que il a assisté à une violente dispute à la Royal Academy lors d'un accrochage où Haydn avait été mis justement de côté, et Haydn disait des choses qui me semblent ont plu à Turner sur ses contemporains artistes en tout cas. Voilà, ce qui fait que je pense que c'est à cause de ça qu'il lui a remis sa dette de 50 livres que l'autre n'a pas compris, parce que l'autre, il voulait le rembourser, il venait avec 10 euros pour commencer à 10 livres pour commencer à le rembourser. Et Turner l'a envoyé au plot, quoi, bon, comme on dit. Bref. Puis en plus, je suis touché par les losers, parce que, si vous voulez, être loser, ça veut pas dire être nul, ça veut dire avoir pas de chance, quoi. C'est dans vraiment le cas de Haydn. Il a pas eu de chance dans sa vie professionnelle. Ouais, on sent tout ce mépris quand même de ces peintres qui se mettent ensemble. D'ailleurs, on le verra même dans le film à la fin, même après que c'est Turner qui devient la risée aussi des autres quand sa peinture est plus du tout comprise. Et c'est toujours très facile de se liguer comme ça. Ouais, c'est un petit peu. Oui, c'est la meute, quoi, qui essaye de foutre en l'air des gens. On n'attaque pas comme ça des gens nuls, hein. Si vous êtes un vrai loser, personne vous fera chier, hein, parce que bon, au contraire, ça amuse les gens. Ça, on peut pas comparer un loser à un espèce de fou du roi, quoi. C'est quelque chose comme ça dans les sociétés telles que celles qu'on vous décrit aujourd'hui. Voilà. Et donc, Haydn, il a subi le mépris et la hargne de ses contemporains, de ses collègues peintres, de ses coreligionnaires, vous voyez, c'est assez odieux, c'est assez dégueulasse, mais on connaît ça, hein, c'est pas nouveau. Même à notre petit niveau, on a des choses comme ça aussi, on assiste à des choses comme ça aussi. Voilà. Mais encore une fois, c'est important que des gens comme ça existent et existeront encore, parce que ça permet, c'est un effet miroir avec évidemment ceux qui, comme Turner, sont considérés comme des génies, et c'est pas complètement usurpé comme réputation, parce que quand vous voyez dans le film, c'est ça dont Piqueco va vous parler, c'est ça qui est assez merveilleux, c'est qu'on voit vraiment c'est même pas un fossé, c'est quelque chose de sidérant et sidéral qui sépare ces deux visions, ou ces deux pratiques picturales en tout cas, entre un Turner où la lumière, où éclate, où les couleurs sont vraiment c'est à l'apogée de leur impression, et puis un Haydn qui est resté, lui, un peu coincé dans la représentation picturale historique. Voilà. Mais il a fait un article, je crois, dans l'encyclopédie britannique, justement, donc il avait une reconnaissance, quand même une certaine reconnaissance. Tout à fait. Il a écrit, paraît-il, une autobiographie remarquable, de naturel, etc., voilà, où il fait souvent référence, évidemment, à la Bible, etc. C'est ce qui est aussi un petit peu pénible, mais bon, c'était l'époque, il faut se remettre dans les contextes.
c'était l'ouverture de Didon et Aîné par Purcell. Arakai, consacré aujourd'hui à Turner et Haydn. Et puis Piquet-Cou qui va par contre tout de suite vous parler de Turner, mais d'une manière beaucoup plus fouillée, je pense. Et elle me fait signe de mettre un bémol sur mes congratulations, mais je fais ce que je veux. Oui, en tout cas, c'est important de parler d'Haydn, parce que justement, dans cette émission, on aime bien parler de tout le monde, et justement des peintres qui sont passés à la trappe. Ouais. Donc voilà, donc Turner, donc je vais essayer de faire un petit peu une bio rapide, puis parler de son travail. Donc Turner, il est né en 1775, donc comme tu le disais, il est fils d'un barbier et d'un perruquier, avec lequel d'ailleurs il vivra toute sa vie. Et son père, à la fin de sa vie, est son assistant. C'est lui qui va lui acheter ses pigments et qui lui montre ses toiles. Alors quand Monsieur Turner père avait une boutique à Covent Garden, qui est une place très vivante et centrale à Londres, il exposait les dessins de son fils dans la vitrine et il les vendait. Et on apprend à la mort du père, dans la maison familiale, que la mère, la mère de Turner a sombré dans la folie. Elle a été enfermée assez rapidement et qu'elle est décédée donc bien avant que son fils soit connu. Turner est doué. Il dessine très bien. Il est même apprenti auprès d'architectes, donc il apprend la perspective, et c'est là qu'il songe à devenir peintre plutôt que de faire des dessins d'architecture. Il suit les cours de la Royal Academy, il a 14 ans, donc il est très jeune, et il part pour 4 ans d'apprentissage. Turner et Gurtin. Alors Gurtin, c'est un peintre qu'il côtoiera très longtemps dans sa vie, travaillent ensemble. Donc il met l'aquarelle, Turner va réussir à mettre l'aquarelle au rang des matériaux nobles, et il cherche à lui donner en fait l'intensité de la peinture à l'huile. Donc très jeune, Turner commence à voyager, et ce goût de la découverte sera une partie intégrante de son travail tout au long de sa vie. Il n'arrêtera pas de prendre ses affaires et de partir à la découverte du plein air. Donc c'est un voyageur, comme on le disait dans le petit extrait tout à l'heure, qui est équipé au minimum. Donc il a les poches toujours bourrées de carnets. Et il va utiliser tous les moyens de transport, que ce soit le bateau, le train, la marche à pied. Il marche beaucoup. Il peut faire jusqu'à 40 km par jour. Il dessine sur le motif et ensuite il finalise donc le travail dans sa chambre et son atelier. Et il note sur son carnet les couleurs qu'il pense mettre, et il met des petites initiales pour se rappeler ce qu'il mettra plus tard. Donc il parcourt l'Angleterre avant de pouvoir quitter l'île pour l'Europe une fois que la paix d'Amiens est signée en 1802. Donc là, après, il va pouvoir aller, il va aller au Louvre, découvrir les grands maîtres. Il va aller à Calais, il va aller en Savoie, dans les Alpes, en Suisse. Il descend la Seine en bateau, il va naviguer 2 semaines sur la Loire. Bref, il est insatiable. Il va à Venise, alors Venise qu'il va visiter 3 fois et qui va représenter un tournant en fait dans sa représentation de la lumière. Là, il est ébloui par l'eau, par les reflets, par tous ces palais qui sont sur le long du Grand Canal. Et d'ailleurs, des palais qui, quand il les représentera, il va petit à petit gommer tout leur contour. C'est-à-dire que plus il va mettre du temps à reproduire sur la toile ce qu'il a pris en note, plus les images deviennent floutées. Et même si Constable, ce peintre dont on avait déjà parlé, là on va raconter une petite anecdote après, le décrit comme un homme négligé, taciturne, fruste, Turner est au contraire un homme qui est très cultivé, qui lit et qui apprécie la littérature, la philosophie, la musique, la poésie. Il lit Virgile, Homère, Byron et Goethe. Donc le comte de Bridgewater un jour lui demande un tableau, c'est un pendant qui sera pour un tableau de Van Velde qu'il a dans sa propriété. Donc le premier tableau est un bateau avec la voile qui penche sur la gauche, et donc Turner va réaliser le pendant de ce tableau. Donc lui va faire une marine justement avec la voile qui penche de l'autre, et c'est un tableau qui lui permettra de rentrer à l'Académie. Ensuite, Turner crée sa propre galerie pour exposer ses œuvres parce qu'elles sont quand même peu appréciées, donc certaines n'auraient pas pu être exposées directement à la Royal Academy, donc on peut voir même ça dans le film. En fait, il a une pièce à part, là c'est un peu mystérieux, il faut ouvrir les portes en grande pompe, soulever un rideau, et là on a accès à toutes ses œuvres. Lord d'Aigremont le convie dans son château aussi, donc c'est là je crois que dans le film on voit certaines scènes, c'est dans le château de Lord d'Aigremont quand justement Haydn arrive pour lui demander de l'argent. Il a une barque et il aime bien se promener sur sa barque le long de la Tamise, et d'ailleurs Monet fera la même chose. Monet se fera construire un bateau pour naviguer le long de la Seine.
Et pour peindre le long de la Seine. Donc Turner est fasciné par les levées et couchers de soleil qu'il reproduit avec des pigments purs. Et il a une très très grande mémoire des couleurs et de la lumière, du ciel, de la campagne. Donc il peint sur des fonds blancs, ce qui donne des effets qui sont plus éclatants. Et donc il arrive à rendre avec l'huile en fait la clarté de l'aquarelle. Et d'ailleurs, on peut voir quand même à la fin de son œuvre, il va faire des tableaux qui sont de forme carrée, et à l'intérieur, en fait, c'est des motifs circulaires. C'est complètement fou, quoi. C'est des tourbillons de couleurs dans lesquels même on verra que son mécène John Ruskin a du mal à trouver ses repères. Il est aussi transporté par l'idée philosophique du sublime. C'est une idée philosophique donc de cette époque-là. C'est-à-dire que là, l'homme est confronté aux forces brutes de la nature, est confronté au cosmos, à l'infini. Donc on dépasse l'harmonie en fait pour arriver à une émotion encore plus forte. Et c'est ce qu'on peut voir sur un de ces tableaux où il a représenté le pont du Gothard là dans les Alpes. Il n'hésite pas à se mettre dans des conditions un peu extrêmes pour aller sur le motif. On peut le voir par exemple, il se fait ligoter au mât d'un bateau en pleine tempête. Il est ligoté par les marins parce qu'il veut ressentir jusque dans son corps en fait les effets de la tempête. Donc son corps est un véritable réceptacle et c'est ce qu'on peut voir après, ce qui est traduit dans son tableau Tempête en mer. D'ailleurs, il fait beaucoup de marine. Il est fasciné par la mer et les navires. Donc il y a beaucoup de scènes de naufrage avec des vagues, des creux de vagues qui sont à chaque fois prêts à nous engloutir. Donc on peut classer un petit peu les œuvres de Turner en plusieurs périodes. Donc il y a quand même cette première période durant laquelle il est à l'étude, il imite les œuvres des maîtres dans ce qui lui plaisait. Dans la deuxième période, il travaille donc selon ce qu'il a découvert, mais il imite plus personne, il produit des belles compositions, des images idéales, et il n'est pas encore complètement dans la transcription de la nature et de ses émotions, et c'est seulement quand il arrive vers l'âge de 40 ans que là, il laisse parler ses instincts, son émotion, sa palette, et que là, on dépasse les théories esthétiques et il peint donc ce qu'il reçoit de la nature avec toutes ses tripes, quoi. Et à la fin de sa vie, là, il est un petit peu en moins bonne santé, il perd la vue, il a des problèmes cardiaques. Et est-ce que sa peinture s'en ressent? Ruskin, quand il parle de Turner, a l'air de dire que les dernières années de sa vie, il apprécie moins son travail des 5 dernières années de sa vie, quoi. Donc ce qu'on peut dire quand même, c'est que Turner a effectivement inventé une nouvelle peinture et qu'il était vraiment en avance sur son temps, quoi. Monet mettra 40 ans avant d'arriver à faire quelques impressions. Et mal, et pas du tout avec cette même légèreté, quoi. Effectivement, on n'est pas du tout dans... Alors Turner a eu plusieurs peintres d'inspiration qui défend. Il y a eu Claude Gelée dit Le Lorrain, chez qui il a justement appris à regarder le soleil. Il y a eu Poussin, il y a eu Le Titien, il y a eu Rembrandt, il y a eu Rubens. Que des mauvais. Il a toujours en plus séparé sa vie privée de sa vie d'artiste. Il a mis quand même sa vie d'artiste en avant. Il a jamais été marié. À la fin de sa vie, il va rester un peu dans l'anonymat. Il quitte sa maison de Londres et il s'installe à Chelsea, à Margate. Et il va devenir en fait Monsieur Booth. Monsieur Booth, c'est le compagnon de la logeuse qu'il a trouvé un jour qui voulait aller peindre sur le motif. À Margate. Ouais, et ils vont aller donc, il va se faire appeler Monsieur Booth à la fin de sa vie. Sauf que là, apparemment, le médecin n'a pas l'air dupe, il a reconnu Turner. Ouais. Il y a aussi, ce qui est intéressant, c'est tout l'héritage de Turner. Donc, à la fin de sa vie, il lègue tout son atelier. Et la vente de ses biens, en fait, doit permettre de construire une galerie qui est consacrée à son œuvre, mais aussi une institution pour venir en aide aux artistes. Donc, outre ces tubes, ces palettes, ces trousses, ces flacons, ce sont plus de 300 toiles, 3000 aquarelles, 20 000 dessins, des esquisses, des carnets. Enfin bon, c'est à peu près 32 000 œuvres qui vont être léguées. Oui. Voilà, et c'est en 1861, donc soit seulement 10 années après sa mort, la première galerie étant entièrement consacrée à Turner ouvre dans l'aile ouest de la National Gallery. Voilà un lieu où il faudra se rendre, quoi. Et alors, dans l'histoire du château là, de Loreille-Gromont, où il fait un pendant à un tableau de Van Velde, il n'a pas pu s'empêcher de le faire plus grand que celui de Van Velde. C'est-à-dire que c'est pas tout à fait un pendant, quoi, où le pendant est beaucoup plus grand, quoi, parce que ça, c'est son côté, c'est moi, quoi, c'est pas un autre, hein. Parce qu'il était pas très différent d'Haydn de ce point de vue-là. Ouais. Et que son papa aussi, non seulement lui achetait les pigments, mais les broyait aussi. C'est-à-dire que c'est un sacré boulot de broyer les pigments, hein.
Ah oui, comme disait Pichicou, il tendait ses toiles, etc. Lui faisait ses commissions, en quelque sorte. C'est lui qui allait chez le droguiste pour acheter les couleurs, etc. Ouais, parce qu'en fait, il croyait au génie de son fils depuis tout le temps, quoi. Il a vraiment soutenu son fils tout au long de sa vie, quoi. Absolument. Et on voit dans le film l'amour qui les lie tous les deux. C'est vraiment étonnant. Parce que le personnage de Turner est vraiment un gros bonhomme, un peu, oui, comme dit, un peu fruste, un peu, apparemment, comme ça. Il embrasse son papa et son papa l'embrasse. C'est vraiment étonnant. Et il est très fier en plus de son père barbier. Hein, il n'y a pas beaucoup de gens qui arrivaient au sommet de leur enfin qui est glorieux. Enfin bon, qui se vantent d'avoir eu un père barbier. Hein, et oui, mais lui c'était le meilleur barbier de Covent Garden. C'était vraiment il y avait pas mieux quoi. C'était un génie et très sensible, très intelligent, qui comprenait tout, etc. Bref. Papa, quoi. Ouais, tout à fait. Et donc dans les peintres contemporains de Turner, on peut citer donc John Constable. Ouais. Et là, il y a une petite anecdote qu'on voit dans le film, et qui est une anecdote, quelque chose qui s'est un fait qui s'est réellement passé. Donc, faut savoir qu'à Londres, justement l'année dernière, aux mêmes dates, il y avait la Tate Gallery qui exposait Turner, et il y a le Victoria and Albert Museum qui lui exposait Constable. Alors c'est exactement les mêmes dates d'exposition. Donc ce sont deux peintres qui ont une année de différence et qui, en fait, bien que réunis tous les deux autour du goût pour le paysage et la nature, ont des personnalités très différentes et s'affrontent. Donc c'est cette confrontation que Mike Leigh, justement, a retranscrit lors de l'exposition annuelle à la Royal Academy en 1832. Donc les peintres ont accroché leurs œuvres. Donc ce sont les dernières retouches sur place, hein, donc avant l'application du vernis, d'où le terme de vernissage, justement. Donc on voit cette grande salle. Alors il y a des tableaux partout. Oh oui, ça va jusqu'au plafond. Et là, donc, Turner s'aperçoit qu'il est à côté de Constable. Alors Constable a fait une grande tartine qui s'appelle l'inauguration du pont de Waterloo. Donc il y a pas mal de rouge, de vermillon, et il est en train de s'appliquer à mettre les dernières touches de rouge à son tableau. Et Turner arrive, regarde, il grommelle comme il le fait souvent dans le film. Et lui, il expose une marine qui est plutôt presque monochromatique, qui est dans les tons gris, pâle, bleu. Enfin, il y a pas ça n'expose pas justement de couleurs. Et là, donc, au bout d'un moment, il revient, il prend un pinceau et d'un geste très sûr, il rajoute une touche de rouge vif. Alors tout le monde le regarde un peu ébahi. Et en fait, il la transforme très rapidement en bouée. Et là, Constable comprend qu'en fait, il vient de perdre le prix de cette exposition, et il dit Turner est venu ici et il a tiré un coup de canon. Ah oui, c'est génial. Il faut voir parce que vraiment Constable, cette grande tartine nationaliste là, c'est de lourdingue. Et l'autre à côté, c'est très aérien, mais évidemment, avec les rouges qu'emploie Constable à profusion, là, les empattements de rouge dégueulasses. Évidemment, le tableau de Turner, il fait un peu palo, quoi. Mais c'est faut voir. Et puis sa touche sa bouée, il la met pas n'importe où sur le tableau. C'est le point focal du tableau, c'est-à-dire que le regard automatiquement non seulement est attiré par le rouge, mais naturellement par le point focal. Donc ah ouais. Bon, voilà. C'est un coup de génie. C'est vraiment, voilà, c'est là qu'on voit que bon, le génie, c'est quand même quelque chose bien. Ouais, on s'en rend compte en tout cas. Et en fait, c'est vrai que Constable et Turner ont des personnalités complètement opposées. Un Constable est un peintre qui n'a jamais quitté l'Angleterre, qui est resté attaché à son terroir, qui est marié, qui a 7 enfants, qui fréquente l'église anglicane. C'est un riche héritier d'un meunier de Suffolk. Et il est conservateur, donc lui il prend des notes sur le motif, il étudie les plantes, le sens du vent, les nuages, enfin il travaille d'une manière très méthodique, très laborieuse, alors qu'effectivement Turner lui va laisser toute la place à son imagination. Donc c'est vrai que plus, donc ce que je disais, plus les tableaux sont peints après son observation sur le motif, plus les détails s'estompent au profit des effets, que ce soit les effets du vent, de la mer, de l'eau, enfin comme dans sa série sur Venise et l'Italie. Donc là, on a toutes les couleurs, effectivement, qui envahissent l'espace, et que toutes les limites qui sont imposées par le dessin ont disparu, les figures deviennent évanescentes, avec une lumière qui nous capte en permanence, et on sent qu'effectivement l'impressionnisme n'est pas loin, et pourquoi pas même l'abstraction lyrique. Enfin, on est vraiment... Absolument, voilà.
Oui, et alors à propos d'une anecdote à propos de l'expo à la Tête et à la Victoria and Albert Museum, c'est que la reine Victoria, dans sa jeunesse, a visité une exposition à la Royal Academy où il y avait Turner. Elle n'aimait pas du tout Turner. Alors moi j'aime bien que les Britanniques, ils sont quand même assez folkloriques, hein, et ils ont respecté ce truc puisqu'ils ont foutu Turner à la Tête, qui est une galerie quand même qui présente des auteurs, même des peintres même contemporains, etc. En tout cas des peintres d'imagination ou qui ont vraiment. Et puis ils ont foutu au Victoria and Albert Museum, hein, qui est un truc, une espèce de grosse bouse machin. Et ils ont foutu évidemment Constable parce que et moi j'adore cette espèce de clin d'œil de l'histoire de l'art, quoi, parce que voilà. Ouais. Non, ça c'est, il y a chez les Anglais, il y a quelque chose comme ça de l'ordre. Alors on sait pas si c'est de l'humour, mais en tout cas ça y ressemble. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité, à Racaille, consacré aujourd'hui à Turner et Hayden, deux peintres, qui ne sont pas comparables évidemment. L'un est la lumière, l'autre est l'ombre. Enfin, tous les deux quand même intéressants, et voilà. Et puis, tout de suite, Piqueco va vous causer dans le poste de John Ruskin, qui était, si vous voulez, comment on appelle ça, celui qui... Son mécène, non ? Son mécène, et puis qui l'a défendu. Qui l'a défendu toute sa vie, et qui considérait comme un immense un génie, etc., qu'il arrêtait pas, quoi. Bon, John Ruskin. Ouais, c'est pour ça que je trouve que c'était important d'en dire pas forcément beaucoup, mais de le mentionner, parce que déjà aussi on le voit dans le film. Il est le film, il est assez jeune, il est presque un petit peu efféminé, il est tout fou, il est exalté. Enfin, donc c'est vrai que c'est difficile de parler de Turner sans au moins l'évoquer, quoi. Et alors l'histoire, c'est que Ruskin reçoit à l'anniversaire de ses 13 ans un livre illustré par Turner, et c'est à partir de cette découverte et de la passion qui en découle que Ruskin finira par écrire un texte unique qui va s'imposer sur la scène anglaise, donc avec la publication d'un premier volume qui sur la peinture, sur les peintres modernes. Donc là, il dresse un panégyrique de l'œuvre de Turner. C'est un livre que j'ai pu emprunter d'ailleurs à la bibliothèque. Donc c'est assez gros, il y a 150-200 pages et c'est vraiment, il parle de Turner tout le temps, et il détaille tout. Enfin. Et donc la thèse principale de Ruskin, donc, est la supériorité des paysagistes modernes sur les modèles anciens qui étaient alors en vogue. Comme Hayden. Voilà. Et Turner aurait même déclaré que Ruskin voyait dans ses paysages beaucoup plus qu'il n'y mettait lui-même. Ça, c'est souvent le cas des critiques. Donc Ruskin est un sociologue et critique d'art, et il deviendra donc le grand collectionneur de Turner. Il va avoir environ 300 dessins, puis des peintures. Mais lui-même est un aquarelliste qui a suivi qui a eu un cursus artistique, qui a aussi voyagé en Suisse et en Italie, où il cherche des lieux encore sauvages à peindre sur la toile. Mais bon, il n'est pas très connu comme aquarelliste. Il est doué, il est très cultivé, et il est surtout, il a un grand savoir, il a une grande culture encyclopédique, et il publie de nombreux essais sur des sujets de société, des sujets scientifiques, culturels. Il fait un manuel de dessin, il a écrit même un ouvrage sur l'architecture vénitienne, un ouvrage qui va fasciner Proust, quoi. C'est écrasant, cette histoire. Ah ouais, c'est complètement écrasant, ouais. Et d'ailleurs, Proust va traduire cet ouvrage, et on dit que Ruskin fut le prophète de Proust. D'ailleurs, il le met en scène dans ses livres là sur tout ce qu'il a écrit, quoi, à l'ombre des jeunes filles en fleurs et compagnie, là. Et donc, je sais plus par quel nom il lui donne, mais enfin, il est mis dans ces bouquins-là, quoi. Donc, Ruskin est quelqu'un qui est puritain, et on raconte que quand il a reçu une partie de l'héritage de Turner, en fait, il a été choqué quand il a découvert des carnets de croquis de Turner qui représentaient que Turner avait fait, donc, dans des lieux, avec des filles, dans des bordels, un petit peu, quoi. Ouais, voilà, donc il a croqué, voilà, il y a des dessins érotiques, voire un peu plus pornographique, et Ruskin aurait été choqué par ça, quoi. Il en a des trucs, mais il a été employé pour justement mettre en ordre tout ce qui a été légué à l'Empire britannique de Turner, c'est ça. Il a rien hérité de Turner. Non, mais il devait effectivement faire le ménage un petit peu. Voilà, là-dedans, c'est quoi. ça, et c'est terrible de voir que les puritains, mais qui soient
comment dirais-je, de l'église réformée ou qui soit catholique ou tout ce qu'on veut, c'est terrible, quoi, parce que voilà, pour eux, s'ils ils ont détruit des chefs-d'œuvre comme ça à travers l'histoire du monde, quelque chose d'incroyable, voilà. Soit parce que ça correspondait pas à leur foi, soit parce que ça choquait leurs principes moraux, enfin bon. Ouais, surtout qu'il est capable de défendre Turner, qui à l'époque est quand même incompris par une partie de ses contemporains, et après, effectivement, c'est paradoxal qu'il soit choqué par quelques carnets de croquis. Oui, surtout qu'il pensait que ça pouvait jeter une ombre sur desservir la mémoire de Turner, c'est surtout ça. Voilà, je crois que c'est sa principale motivation, c'est que à travers sa lecture de la morale et de ces choses-là, il pensait que ça pouvait nuire à la mémoire de Turner. Bon. Et tout de suite, sur Radio Soupente, la station de Rapin sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission à Racaille va se poursuivre avec les expos. Avec gribouillage au musée des Beaux-Arts, que nous verrons probablement à la fin de cette semaine. On en profitera pour passer à la galerie Kaléidoscope, qui a changé de lieu et pour une expo sur la nouvelle figuration. Les ateliers de Juliette Planck à Rochefort-sur-Mer, une camarade graveuse. L'exposatine jusqu'au 2 avril dans sa maison, sa petite maison toute blanche, et ses ateliers. Baya à l'Institut du monde arabe jusqu'au 26 mars, et là, vous allez toucher vraiment au génie. Pénone à Pompidou pour l'Arte Povera jusqu'au 6 mars. Expo Tige à Montreuil-sous-Bois. Qui se termine à la fin de la semaine. Voilà. Ma camarade... Louis Boulanger, en fait, l'émission de la semaine dernière, Louis Boulanger à la maison Victor Hugo. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Non, ça doit être fini, non? Non, c'est pas... je crois pas que ce soit terminé. Non, je crois pourquoi je l'ai viré, alors? Attends, je regarde. Louis Boulanger... Non, jusqu'au 5 mars. Ah, bon, d'accord. Bon, alors, Louis Boulanger jusqu'au 5 mars, c'est Place des Vosges, dans la maison de Victor Hugo, alors, un lieu magnifique, une place extraordinaire. Voilà, on n'est plus capable d'en faire des comme ça maintenant. C'est tout ça à la main et à la pioche. Il n'y avait pas de matériel autotracté à vapeur ou ce que vous voulez. Voilà, Expo Tige à Montreuil, bien. Et les films qu'a vu ma camarade, Sorcière de Mona Chollet et Le sens de la fête avec Bach. Bon, alors Sorcière, c'est pas un film, c'est un livre. C'est un livre. Voilà, c'est un livre de Mona Chollet qui est sorti en 2019. Donc Mona Chollet, c'est une journaliste suisse qui a travaillé au monde, entre autres au monde diplomatique, et qui a écrit sur la condition des femmes. Donc là, Sorcière, c'est la puissance invaincue des femmes, et elle va parler des sorcières d'aujourd'hui. Donc ces femmes qui justement s'inscrivent en marge de la société, qui peuvent ne pas avoir envie d'enfants, ces femmes qui vieillissent, et elle cite, il y a beaucoup de références littéraires, d'analyse, de recherche, et donc c'est passionnant, ça se lit très bien. Moi j'ai mis un peu de temps à l'obtenir en bibliothèque, mais vraiment là je regrette pas, je bois du petit lait. Oh, du petit lait. Vraiment du petit lait. Ouais. Et Le sens de la fête, donc c'est un film de 2017, je crois que c'est le dernier film dans lequel peut-être a joué Jean-Pierre Bacri. C'est un film d'Éric Toledano et Olivier Nakache. Et voilà, j'ai énormément ri en regardant ce film. Donc Jean-Pierre Bacri fait le rôle de Max. Max qui est en charge d'un mariage, c'est-à-dire que son entreprise, c'est d'organiser des mariages grandioses dans des salles de château avec ses serveurs, la cuisine. Et voilà. Et donc on va voir comment à chaque fois il faut rattraper les dérives, tout ce qui arrive, les petites choses qui arrivent comme ça malencontreusement, et comment tout ça s'organise avec l'orchestre, enfin avec les mariés, les invités. Et vraiment c'est du très très bon Bacri. Bon, on voit que Bacri est déjà malade, ça c'est plus difficile à supporter, mais il joue à la perfection du Bacri, quoi. Et
Voilà. Et tous les autres acteurs sont excellents aussi. Bon. Eh bien, si vous écoutez encore pour quelques minutes ça sur la radio Sepinte, la station des Rapins, c'est un fois Saint-Louis Saint-Kernet, qui émet depuis un garni et diffuse sur internet à racaille.fr. Et tout de suite, on va saluer nos amaches, Claude et André de la Nation, Claude et William, nos potes de Brest. Ah oui, ils ont sorti les parasols et les chaises longues, là, ils sont sur le port de Brest, là, en train de se dorer la pilule. Mais non, ils sont avec leur carton de déménagement. Ah ouais, mais entre deux cartons, quoi. Parce que depuis le temps qu'ils déménagent, il y a quand même un truc qui est un mystère. Enfin bon, c'est les mystères de Brest. Jean-Paul Souras, notre peintre de Schnorr, de Coup de Kerbranche dans la banlieue de Dunkerque, on adore sa peinture et on adore le personnage. Claudine, une pote à ma camarade Pachacho. Corinne, une tapissière de génie. Elle tapisse, hein, oui, c'est ça, elle tapisse et elle me fait une couverture en ce moment. Bon. Frédéric, un pote de Lille, un pote de Schnorr qui est pote avec Corinne. Et puis Juliette Plante, une graveuse de génie quasiment, quoi, qui est en relégation à Rochefort-sur-Mer. On se demande bien pourquoi. Bon, bonjour Juju, et puis qui anime en même temps sur Radio Bigaille quelques émissions. Marie-Christine Béguet, qu'on ne sait pas si elle est revenue d'Islande, ou peut-être qu'elle a ramené dans ses bagages un Islandais, ou ouais, une Marie, Islandaise. tu nous donnes des nouvelles. Ouais, mais elle ne peut pas, elle n'a retour. pas le temps, il faut qu'elle s'occupe de ce nouveau personnage féminin-masculin qui est rentré dans sa vie. Hein. Ouais, puis il faut qu'elle apprenne l'islandais, en plus, si c'est un Islandais ou une Islandaise, mais si, comme c'était un stage international, ça serait peut-être un Japonais Bah oui. ou un Guatémaltèque, on ne sait pas. Bon. Nous, on est curieux. Hein. Ah, on est curieux, Marie. Voilà. Clément, un graveur fou qui grave sur tout ce qui bouge. Un génie de la taille d'épargne, dont on aime beaucoup le personnage et le travail. Agnès Dubart, une graveuse en relégation Bretagne Sud, qui anime aussi des stages, hein, comme notre camarade, comment dirais-je, Juliette. Il faut bien gagner sa vie. Hein. L'art, ça rapporte pas gros, ni gras. Thierry Morciot, un graveur belge de génie qu'on adore. Alice Amoroso, une jeune graveuse, peut-être la plus jeune du monde, hein, qui fait un travail remarquable, comme Rôle Viloula. Colette et Jacqueline, deux veuves d'artistes magnifiques qui entretiennent la mémoire de leurs défunts. Liliane et Laurence, deux écrivaines de polar. Maintenant, Laurence est toute seule parce que Liliane a mis les bouts, si on peut dire ça comme ça. Comme Bernard, le compagnon de Laurence. Enfin, Laurence, elle est solide. Hein. Elle va sortir un bouquin, là, un polar dans quelques mois. Mais on vous dira quand est-ce que ça commencera et comment vous pouvez l'acheter, parce qu'il faut vraiment les acheter, ces bouquins. C'est quelque chose. Geneviève, notre sorcière bien-aimée. Marie-Christine et Christophe, des militants chez Militants chez Militants. Cécile, te la sens ma 5e sens. Oui, Cécile, on la sent. Et on t'aime. La Russe flamboyante qui anime 2 émissions le mercredi après-midi sur une radio Omni. Et il y a aussi, j'ai reçu les vœux, je te montrerai ça, ma camarade, comment dirais-je, de l'émission musicale du samedi après-midi. Poésie. Poésie. Ouais. Que j'appelle José Arthur, mais son vrai nom c'est pas José Arthur. Anne-Isabelle Roubaille, une peintre de Bourg-en-Marlotte, dont nous avons découvert l'œuvre dans la librairie. L'empreinte est tenue par Florence Quenu. Bon. Dominique Paula-Dardouin, une galériste, hélas aujourd'hui disparue, mais dont nous chérissons le souvenir. Marie-Pierre, une collectionneuse et accessoirement docteur en médecine. J'aime bien des histoires comme ça. Voilà, et puis qui nous invite parfois à des dîners, je vous dis pour. Marie Dognaud. Marie Dognaud, c'est la galerie Kaléidoscope.
Voilà, que nous allons peut-être visiter en fin de semaine. On va y la voir vendredi. Antoine Manoury des Champignons, c'est un trio de musicos pas triste du tout. Anna Sinoracka, une peintre polonaise de génie. Karine Brescia, une artiste et aussi accessoirement, comment on appelle ça ? Décoratrice intérieure. Décoratrice intérieure, qui décore des intérieurs. Je ne dis pas que c'est les gens qui la font décorer, en sont tous quand même assez satisfaits, on peut dire ça comme ça. Et tous ceux qui n'y sont pas dans cette liste, hein. Et ça fait du monde, Minus, du monde. L'émission est à l'écoute sur notre blog caracal.fr et tout de suite on s'est mis avec Mélisse Mel. Faut vivre. Salut à tous. Malgré l'écran cieux du néant, c'est pour mieux nous manger enfants et les silences et les boucans, faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau et que l'on ait plus ses 16 ans et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut parler et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, on nous sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'on noue l'enfant mort, s'il peut parfois remuer encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages, où le cœur s'écore et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater, faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre.